Voici donc la quatrième séance. Salam alaikum. Nous allons aujourd'hui voir des applications, des écoulements dans différents types d'échangeurs tube calandre et nous essaierons de voir où sont les erreurs que j'ai portées délibérément sur certaines diapositives. Donc nous commençons par l'échangeur BEM, B pour la boîte avant, E pour la calandre et M pour la boîte arrière. B comme bombé, donc la boîte avant à couvercle bombé. E, c'est la calandre simple passe. M, c'est l'équivalent de la boîte B. Donc voici la codification théma. Voici la boîte B avec le fond bombé. Voici la calandre E à simple passe. Et voici la boîte arrière M. Je vais maintenant les assembler. Alors, voici la boîte avant B, celle du haut et celle du bas. On expliquera un peu après. Donc, c'est une boîte avant à fond bombé qui va être boulonnée à une plaque tubulaire. La plaque tubulaire est celle qui supporte les tubes, celle qui va recevoir les tubes. La calandre E à présent, la voici. C'est une calandre que je vous ai déjà présentée. C'est la plus simple des calandres. Elle permet une seule passe côté calandre. Les deux tubulures sont placées aux extrémités de la calandre. Leur diamètre d'ouverture est généralement égal à la moitié du diamètre de la calandre. Maintenant, passons rapidement à la boîte arrière. La boîte M, qui est exactement l'équivalent de la boîte B, que voici, et qui arrive en monobloc sous forme de bride, qui vient juste disparaître, la voici. Donc ça vient ici se boulonner à la calandre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle forme une espèce de bride. Elle est également boulonnée à la calandre et la plaque tubulaire est là également fixe. Donc rassemblons plutôt cet ensemble, on obtient ceci. Voici une proposition, une tubulure dans la boîte avant B, une tubulure dans la boîte arrière B et la calandre E. Voici une seconde proposition avec l'apparition d'une cloison à ce niveau-là. La question qui va nous être posée, c'est d'abord, avant cela, nous avons une autre proposition, c'est que la boîte arrière comporte une partie conique, une tête conique. Ça forme un cône. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir ici de cloison de passe. Il y a une seule tubulure dans la boîte avant et également une autre tubulure dans la boîte arrière. Ceci veut dire que quand j'ai, comme ici, la cloison qui est soudée et qui segmente la boîte en deux compartiments, je ne peux pas placer ici ça. Parce que sinon, quand le liquide arrive dans les tubes, il va ressortir. Donc la boîte arrière de forme conique est adaptée uniquement à une seule passe côté tube. Une seule passe côté tube. Bien. Là voici schématisé de manière beaucoup plus simple. Donc en haut, nous avons la question qui nous est posée. Quel est le nombre de passes? Ici, vous le voyez, il y a la cloison. Par conséquent, j'ai une passe côté tube et une seconde passe côté tube pour l'échangeur BEM supérieur, celui-là. En revanche, pour celui qui est là, inférieur, j'ai une seule passe uniquement côté tube. Une seule passe côté tube. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc nous avons dit il est constitué par les deux parties les plus importantes. La boîte avant B, bombée, qui supporte des grandes pressions côté tube. La boîte arrière M, c'est l'équivalent toujours bombé de la boîte B. Et la calandre à simple passe E. Alors il faut savoir que l'échangeur BEM, c'est l'échangeur qui est très souvent rencontré. Il est très récurrent. C'est le plus récurrent. Il apparaîtra toutes les fois dans presque toutes les industries.
Vous remarquez également que quand nous avons une seule passe, il faudrait qu'il y ait une tubulure dans chaque boîte, une tubulure dans la boîte avant et une tubulure dans la boîte arrière, comme ici aussi, une tubulure dans la boîte avant et une tubulure dans l'extrémité conique. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cet échangeur, BEM, qui est le plus récurrent comme je viens de le dire. Passons maintenant à un second échangeur, c'est l'échangeur CEM. CEM, voici la boîte C, en fond plat démontable. Voici la calandre E que nous venons juste de voir. Et voici la boîte arrière M. Les plaques tubulaires sont dans ce cas toutes les deux fixes, elles ne peuvent pas donc bouger. Par conséquent, l'échangeur CEM est adapté aux écoulements pour lesquels vous n'avez pas de grande différence de température, c'est-à-dire que nous n'aurons pas le problème des contraintes mécaniques. Alors, la boîte C, comme je viens de le dire, vous l'avez vu, la plaque tubulaire elle est entièrement soudée aux chambres, ça forme un même ensemble. La plaque tubulaire est solidaire de la chambre. La partie démontable est le couvercle qui est plat, qui ne supporte donc pas de grande pression côté tube. L'ensemble vient se boulonner à la calandre et de l'autre côté, la plaque tubulaire est soudée à la calandre dans ce cas. Et de l'autre côté, vous avez la boîte arrière M. Alors, la question qui nous est posée, pourquoi a-t-on disposé une cloison dans la boîte avant? S'il n'y avait pas de cloison, quand le liquide rentre dans la boîte C, il continue son chemin et ressort par la deuxième tubulure. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une grande résistance. Donc le liquide préférera aller comme ceci. Pour obliger le fluide à pratiquer deux passages côté tube, on dispose cette cloison de séparation des passes au milieu de la boîte pour pouvoir imposer un premier passage puis un second passage. Par conséquent, quand on voit ici, il y a une erreur qui apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez vu encore ou pas, mais il y a une erreur dans cette schématisation. Quelle est-elle? Eh bien la voici. Si je rentre par exemple par le bas, je fais un premier passage dans la boîte, dans les tubes, puis j'arrive dans la boîte arrière. Si je ne fais rien, le liquide va ressortir par ici. Et donc j'aurai eu un seul passage, tous les tubes supérieurs ne seront pas utilisés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut supprimer quelle tubulure? Celle-ci. Celle-ci est une erreur, elle n'a pas lieu d'exister. Donc l'erreur était là, et donc nous l'avons supprimée. Je reprends. Donc l'erreur, elle est à ce niveau-là. Il ne peut y avoir une tubulure dans la boîte arrière. Donc nous supprimons la tubulure. Là, nous avons exactement deux passages côté tube. Deux passages côté tube et évidemment un seul passage côté calandre. Voici donc l'échangeur CEM. Il est également adapté au cas où la différence température entre les deux fluides n'est pas très importante pour qu'il n'y ait pas dilatation des tubes. Nous passons à présent à un troisième exemple que voici. C'est l'échangeur BFU. Alors cet échangeur, il est bourré d'erreurs. On va essayer de les retrouver. Alors, commençons. Intéressons-nous aux tubulures. D'abord, commençons par la partie centrale, la calandre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une calandre de type F. La calandre de type F permet deux passages côté calandre. Vérifions. Si je rentre par là, je fais le premier passage dans la calandre, je descends ici et je repasse. Si c'est comme ça que sont disposées les deux tubulures, il y a une erreur. En effet, si je rentre par là et j'arrive ici, le fluide va ressortir automatiquement par ici. Toute cette partie-là ne sera pas baignée par le fluide. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait supprimer cette tubulure. Donc, cette tubulure va être placée, nous l'avons dit, dans le même axe que la première tubulure, c'est-à-dire dans la même extrémité. Donc c'est la première erreur qui apparaît. Le voici. Donc nous allons supprimer
Je répète, cette tubulure qui n'avait pas sa place ici, et nous l'avons mise juste en dessous de la tubulure d'entrée. Bien. Alors, observons s'il n'y a pas une autre erreur. Est-ce qu'il y a une autre erreur? Évidemment qu'il y a une autre erreur. Quelle est-elle? Est-ce que tout le monde l'a vu? Au niveau des tubulures, il y a une tubulure qui n'est pas normale. Quelle est-elle? Celle-là. C'est qui est placée dans la boîte arrière. Elle n'a pas lieu d'exister. Pourquoi? Parce que le fluide côté tube ne quitte pas le tube. Il arrive ici. Le tube à son extrémité est cintré et il fait un retour. Donc cette tubulure n'a pas lieu d'exister. En revanche, de ce côté, il va y avoir des corrections. Si ça rentre par là, s'il n'y a rien qui est fait ici, le liquide rentrera par ces tubes, et par conséquent, il y aura une impossibilité de circuler. Donc en fait, il faut créer une deuxième tubulure au niveau de la boîte avant B, bon B, et disposer d'une cloison de passe pour pouvoir privilégier l'écoulement dans les tubes supérieurs, puis les tubes inférieurs, et supprimer cette tubulure. Vérifions. D'abord l'écoulement côté calandre, vous avez vu, il retourne et ça ressort. Donc nous avons bien un écoulement en deux passes côté calandre, c'est le fluide en couleur jaune. Maintenant, passons à l'écoulement côté tube. Comme je l'ai signalé, il faut disposer la deuxième tubulure dans la boîte avant et ne pas oublier de souder la cloison de passe que voici. Et bien sûr, supprimer ce qu'il y avait ici. Je répète, je supprime cette tubulure qui n'a pas du tout sa place et je mets la cloison de séparation des passes. Ainsi, j'aurai un premier passage côté tube et un second passage côté tube. Je rappelle ce que j'avais dit la séance précédente. La forme en U, elle est procurée soit par une cintreuse, soit par la disposition de parties coudées quand les tubes sont TP. Quand les tubes sont TP, c'est-à-dire l'épaisseur est grande. Donc voilà. Alors la question est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres erreurs que vous n'aurez pas vues? Il y a encore des erreurs. Alors quelle est-elle la dernière, enfin, on va dire la dernière erreur, si c'est la dernière, c'est l'écoulement côté calandre. Vous voyez bien, le liquide jaune est en train d'épargner une région. Toute cette région n'est pas baignée par le liquide, c'est pas normal. La calandre remplit même le capot. Donc en fait, nous avons oublié délibérément, mais nous allons corriger ça tout de suite. Donc d'abord, regardez le liquide qui circule dans les tubes. Il faut que le liquide qui circule dans la calandre atteigne le capot. Donc il faut qu'il atteigne le voici. Là maintenant, il a atteint le capot. On va aussi libérer cet espace qui doit être libéré pour que le liquide puisse arriver. Nous l'enlevons, pardon. Donc la dernière, il y a une, est-ce que quand on remplit, est-ce qu'il n'y a pas une autre erreur? Il y a encore une autre erreur que je suppose vous avez dû voir. Nous avons dit que dans l'écoulement dans un échangeur, il fallait toujours privilégier un écoulement à contre-courant, quand cela était possible. Observons l'écoulement dans les tubes. Le voici, l'écoulement de gauche à droite, et l'écoulement dans la calandre de gauche à droite. Ensuite le retour de droite vers la gauche, et idem pour le côté calandre. Le fluide circule à cocourant à l'intérieur de l'échangeur. Il faut changer ça. Il faut inverser soit l'écoulement dans les tubes, soit celui dans la calandre. Ici, on va inverser l'écoulement dans la calandre. Voilà, vérifions maintenant. Premier passage, deuxième passage, nous avons effectivement un écoulement à contre-courant, aussi bien dans la partie inférieure que dans la partie supérieure de l'échangeur. La dernière chose qu'il faudrait voir, c'est de libérer, comme j'ai dit tout à l'heure, cet espace, pour que le liquide puisse arriver dans le capot. Voilà. Nous avons à présent un échangeur qui ne comporte de prime abord plus d'erreur, à moins que vous en voyiez une. Je tiens juste à signaler que la partie qui est là, c'est la chicane horizontale, la chicane longitudinale. Voilà.
Je rappelle aussi plutôt que la calandre de type U, c'est une calandre qui permet la dilatation des tubes. Donc elle est adaptée aux écarts très importants de température entre la température du fluide qui circule dans la calandre et celui dans les tubes. Donc je vais maintenant passer à une autre présentation d'un autre échangeur. C'est l'avant-dernier, c'est l'échangeur AJM. La boîte avant A, la calandre J et la boîte arrière M. Je commence par présenter la boîte avant A, reconnaissable à son couvercle plat démontable et à sa chambre également démontable. La chambre est boulonnée sur la calandre. La calandre J, que j'ai présentée la séance précédente, la voici, c'est la seule qui présente un nombre impair de tubulures, soit 2 tubulures d'entrée, une sortie, ou alors 2 de sortie, une d'entrée. Et enfin, la boîte M que nous avons vue aujourd'hui à maintes reprises, c'est un fond bombé, c'est l'équivalent de la boîte avant B. Alors faisant l'assemblage, d'abord nous allons voir la configuration 2 entrées, une sortie et 2 sorties, une entrée. Voici la première configuration, 2 entrées par la partie inférieure, les tubulures inférieures, une seule sortie, et celle du bas qui comportera quant à elle 2 sorties et une entrée. Commençons par celle du haut. Alors pour que l'écoulement puisse se faire, nous allons disposer des chicanes transversales, pour obliger le fluide à effectuer des passages presque perpendiculaires au faisceau, au tube. Donc plaçons les chicanes, les voici. Et comme vous remarquez, j'ai pris la précaution de mettre l'ouverture dans la partie supérieure. Si je l'avais mise ici, le fluide serait rentré par ici et il serait parti comme ceci, et toute cette partie-là n'aurait pas participé au transfert. Donc j'oblige le fluide à parcourir tout ce chemin pour baigner tous les tubes et à faire ce chemin-là. J'ai refait la même chose de ce côté-ci. Donc vous allez voir un écoulement en zigzag dans le changeur de chaleur, ce qui va augmenter l'échange thermique. Voici donc l'écoulement. Vous allez maintenant voir l'écoulement avec une schématisation beaucoup plus claire. La voici. Vous voyez un écoulement en zigzag dans le côté calandre. Bien. Côté tube, je ne m'intéresse pas trop au passage. Vous savez, il y a une cloison de passe. Il y aura donc 2 passages côté tube. Un premier passage dans les tubes supérieurs et un second passage. Il y a 2 tubulures qui sont supportées par la même boîte A. Maintenant, voyons l'échangeur AJM. S'il y a une entrée, il va y avoir un problème. Quel est-il? S'il y a une entrée, il va y avoir un gros débit qui va arriver sur les tubes. Donc il faut les protéger. Nous avons 2 types de protection. Nous avons la protection classique qui est de mettre un déflecteur qui va dévier l'écoulement, qui va briser l'écoulement. Et nous avons aussi l'anneau de distribution que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais dont j'ai parlé la séance précédente. Donc commençons par présenter le cas de 2 sorties et une entrée. Le voici. Donc le fluide circule dans l'échangeur. Maintenant, entrons plutôt dans les détails pour que l'écoulement puisse se faire. Si je ne fais pas ça, il va tomber directement et sortir par là. Donc qu'est-ce que nous faisons? Il faut compartimer l'échangeur. Il faut le diviser en 2 pour avoir un écoulement divisé. Donc je vais placer ici une cloison et ne pas oublier de disposer de ce qu'on va appeler un déflecteur. Alors j'enlève tout. Je mets en place le déflecteur. C'est quoi le déflecteur? Le déflecteur, c'est une pièce perforée qui peut avoir la forme d'un rectangle ou bien d'un carré ou alors d'une partie circulaire sur laquelle vient se briser le jet incident, le jet entrant. Donc il va y avoir subdivision de l'écoulement en 2. L'écoulement est divisé en 2 compartiments comme ceci. Donc ça se subdivise en 2. Le jet se brise sur le déflecteur et je vais avoir un écoulement divisé. Donc voici le déflecteur, je l'ai remis ici, une figure que vous avez déjà vue. C'est une partie perforée qui est placée sur ce qu'on va appeler la cloison, qui va cloisonner, qui va diviser l'écoulement en 2 côté calandre.
Je vais maintenant passer, si vous n'avez pas de questions, de toute façon les questions vous les transmettez par le biais de vos délégués, au dernier exemple que voici. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la calandre la plus compliquée parce qu'elle n'est pas symétrique. C'est la calandre K, Cuttle. Donc je vais prendre deux dispositions. La disposition AKU ou bien BKU. Donc A pour fond plat démontable et B pour fond bombé. Voici la A et voici la B. Donc j'ai au choix AKU ou alors BKU. Faisons ces assemblages. Nous obtenons ça pour AKU et ceci pour BKU. Donc en fait, entre A et B, il n'y a que le fond qui est bombé ou plat. Ça veut dire que cette configuration, celle du haut AKU, servira quand il n'y aura pas de grande pression côté tube. Si vous avez de grandes pressions côté tube, il vaut mieux privilégier la B. Sachant que la B a l'inconvénient de ne pas pouvoir accéder facilement au tube. Pour nettoyer fréquemment les tubes, la B n'est pas adaptable. La B est adaptable aux grandes pressions, mais pour les fluides propres. Bien, reprenons un peu ce qu'on a dit. Enfin, ce qu'on avait dit les séances précédentes. Nous avons dit j'avais dit que j'allais expliquer ça une prochaine fois. C'est aujourd'hui que j'explique ça. Il y a une chicane de niveau, ou un déversoir. Cette chicane permet de garder du liquide toujours au-dessus du faisceau. Le faisceau est continuellement immergé. Ça veut dire qu'il y a du liquide qui va toujours être au-dessus du faisceau. Et c'est cette chicane, ce déversoir, qui me permet cela. Je vais faire l'animation. Alors voici votre échangeur. J'ai pris la AKU et je commence. Je mets en place, je parlerai tout à l'heure des tubulures. Je mets en place le déversoir et je vais commencer à faire passer le fluide le plus chaud dans les tubes. Ce fluide va servir à évaporer le deuxième liquide côté calandre. C'est pour ça qu'on appelle un rebouilleur. C'est porter à ébullition le liquide qui va rentrer par cette tubulure dans la calandre. S'il n'y a pas de chicane de niveau, le liquide entre par là et ressort par cet autre type de tubulure. Donc je vais maintenant faire rentrer le liquide dans l'échangeur, dans la calandre. Le voici. La chicane permet de maintenir un niveau qui garantit l'immersion totale du faisceau. Le faisceau est complètement immergé dans l'eau. Il est complètement baigné dans le liquide. Le surplus de liquide va sortir par cette tubulure et la vapeur va sortir par le haut. Alors maintenant, je vais continuer et faire de l'animation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je reprends. La vapeur va sortir, va s'élever et sortir par la tubulure qui est au toit, comme ceci. Et donc ça ressort. Alors la question qu'on s'était posée les fois précédentes, c'est pourquoi la calandre K a cette forme bizarre, cette forme non symétrique. En fait, la partie qui vient au-dessus du faisceau permet à la vapeur de se désengager du liquide, c'est-à-dire qu'elle va remonter presque pure. Le liquide va retomber. Donc c'est une zone de désengagement. Qu'est-ce que ça veut dire désengagement? La vapeur va perdre l'eau qui se serait accrochée à elle et va ressortir sèche, presque pure, sèche. Le liquide, quant à lui, il va contenir ce qui ne s'est pas évaporé, ce qui ne serait pas évaporé. Donc j'ai présenté ici l'échangeur AKU. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un autre type d'échangeur, A, K et une tête flottante. Quand je dis tête flottante, la tête flottante, ça peut être ou S ou T, comme on a vu hier. Soit c'est la boîte S, soit c'est la boîte T. Donc ici, vous avez le tube en U,
BKU, AKU. Alors je rappelle un peu ce que nous avons dit. Le rebouilleur, il permet de prendre ce qui se trouve dans le fond de calandre, qui ne sait pas, la calandre, pardon, dans le fond d'une colonne, ce qui se trouve dans le fond d'une colonne de distillation, et de réaliser sa vaporisation jusqu'à hauteur de 80%. Il assure ainsi une bonne séparation entre les deux phases. La hauteur de la chicane de niveau ou bien du déversoir, elle doit être au minimum égale au diamètre du faisceau. Au diamètre du faisceau. Le faisceau de tubes, l'ensemble des tubes, ça a une certaine hauteur, un certain diamètre. Eh bien, la chicane doit avoir au moins, pour assurer l'immersion totale du faisceau, au moins le diamètre du faisceau. Pour assurer, comme on l'a dit, une immersion totale du faisceau. Alors, la forme bizarre, ce désengagement, cette forme bizarre permet le désengagement de la vapeur, c'est-à-dire que la vapeur va perdre le liquide qui pourrait être entraîné par la vapeur. Voilà ce qu'on pouvait dire. Le faisceau, oui, il y a une seule plaque qui est ici immobile. Celle-ci est mobile, elle permet la dilatation des tubes. Et bien sûr, la circulation est naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe pour pouvoir pousser le liquide à ressortir côté calandre. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de cet échangeur, l'échangeur AKU ou bien BKU. Et je vous ai présenté également ici une photographie d'un échangeur que j'ai trouvé sur le net. Et voilà. Donc, pour résumer, dans l'industrie, généralement, nous appelons les échangeurs par 3 lettres. C'est ce qu'on appelle le code TEMA, pour pouvoir désigner 3 principales pièces. La boîte avant pour la première lettre, la calandre pour la seconde lettre et la boîte arrière pour la troisième lettre. Nous avons présenté en début de séance les différentes boîtes, les différentes calandres et les différentes boîtes arrière. Cependant, ce ne sont pas toutes les combinaisons qui peuvent marcher. Nous vous présentons ici 8 combinaisons qui peuvent réellement exister. Moi, je vous en ai présenté quelques-unes, mais il y en a d'autres. Bien, comment choisit-on ces configurations? En fait, c'est un compromis entre les différentes contraintes. C'est-à-dire, si j'ai un fluide encrassant, je vais choisir une boîte qui me permette d'aller nettoyer les tubes plus facilement qu'une autre. Si j'ai de grandes pressions, côté tube, la même chose. Je dois aller vers une configuration qui me permet de réaliser des grandes pressions côté tube, telles que la boîte B. Et enfin, l'encombrement et les problèmes de dilatation thermique, tout ça on l'a vu, la vibration, etc. Tout ça nous l'avons vu. Donc chaque problème a une solution spécifique, d'où le choix d'un échangeur. Alors, que va-t-on faire dans un calcul d'échangeur? Que fait-on dans une étude sur les échangeurs? En fait, il y a plusieurs parties. Le principal objectif d'une étude sur un échangeur, d'un calcul d'échangeur, c'est déterminer la surface d'échange. Quelle est la surface d'échange qu'on peut obtenir? Alors, ensuite, il s'agira de proposer un appareil qui est susceptible de réaliser cet échange thermique, en gardant en tête la dualité perte de charge transfert thermique qui vous a été présentée l'année dernière et même cette année. C'est-à-dire, vous le savez, on vous a déjà expliqué ça, si je privilégie le transfert thermique, je vais le payer d'un point de vue perte de charge. Je vais avoir des pertes de charge très importantes. Si je minimise les pertes de charge, le transfert thermique sera médiocre. Enfin, il y a un troisième type d'études sur les échangeurs, c'est ce qu'on appelle le design. C'est quoi? Vous avez par exemple la Sonatra qui a acquis un échangeur de chaleur. Une fois qu'elle l'a acquis, on lui donne une fiche technique, le design, qui va donner les débits et les températures qui vont circuler. Avec le temps, les performances
vont diminuer, les performances vont diminuer. Donc il s'agira de déterminer quelles seront les performances au temps t et de les comparer par rapport à celles du design. C'est une autre manière aussi d'aborder l'étude des échangeurs. Bien, maintenant passons rapidement à la construction des échangeurs tubulaires. On a expliqué durant la séance précédente et celle-ci que les échangeurs étaient soumis à une codification, à des normes. Celle qui est largement étudiée, c'est la norme TEMA, la norme TEMA, Tubular Exchangers Manufacturers Association. C'est une norme américaine. Est-ce que c'est la seule? Non. Il y a d'autres normes. Il y a par exemple en France, c'est la. D'abord, j'ai pas dit la norme. Oui, en France, c'est la norme CNCT, SNCT, qui est la norme française. Elle s'appuie sur la norme AFNOR, pour la construction des échangeurs. La TEMA s'appuie sur la norme ASME, pour pouvoir codifier les échangeurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la norme TEMA est le code qui est le plus utilisé dans l'industrie des échangeurs, l'industrie pétrochimique en particulier. Alors, revenons un peu en Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas une société qui construit des échangeurs de chaleur? Eh bien, il y en a une. C'est la ENCC, l'entreprise nationale de chaudronnerie et de charpente. Alors, elle s'appuie quant à elle de la même manière sur la norme ASME, la norme américaine ASME. C'est celle qui construit les échangeurs en Algérie. Elle est implantée à Oran et qui fournit la Sonatrach et également Naftal. Alors, avant d'aborder le calcul d'échangeurs, nous allons reprendre un tout petit peu le problème de la dualité paire de charge transfert thermique. Alors rapidement, je vous rappelle que lorsque vous avez un écoulement d'un fluide chaud dans un compartiment et un fluide froid dans un autre compartiment, en se rapprochant de la paroi, il va y avoir naissance de deux résistances. Ces résistances s'opposent au transfert. Elles sont, comme on l'a dit, présentes étant donné la condition de non-glissement aux parois. L'écoulement y est laminaire. Puisque la conductivité du liquide est très très faible par rapport à celle du solide, il va y avoir une résistance qui est importante. Bien, alors, dans un calcul d'échangeur, les calculs vont reposer pour le tube calandre, il va reposer sur l'échangeur double tube, que nous avons vu en long et en large au cours du premier module de transfert thermique en L3 et au premier semestre de cette année. Malheureusement, comme on l'a dit, pour diminuer ces résistances de transfert, il faut augmenter les vitesses d'écoulement, c'est-à-dire augmenter la turbulence, augmenter le nombre de Reynolds. Si j'augmente le nombre de Reynolds, je vais avoir la diminution de cette zone-là, c'est-à-dire de la résistance thermique. Je vais avoir par conséquent de très très bons échanges thermiques. L'échange sera très bon parce que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de surface. Malheureusement, la perte de charge sera énorme. Donc il y a un choix, un compromis à faire entre perte de charge et transfert thermique. Si je privilégie l'un, l'autre va être très important. Et par conséquent, il y a un juste milieu à considérer. Bien, comme on l'a dit, le dimensionnement d'un échangeur tube calandre va reposer sur celle qu'on a vue pour l'échangeur à double tube. Pour pouvoir donc dimensionner l'échangeur tube calandre, je vais m'appuyer sur la méthode de Kern, que je vais vous présenter brièvement dans ces diapositives. Je ne vais pas tout faire au cours de cette première séance, je vais terminer cela dans la deuxième séance. Mais commençons déjà par un peu se replacer dans le contexte, appelons les débits avec la même nomenclature,
les chaleurs spécifiques, les débits volumiques, les débits massiques. Alors on commence. J'appellerai 1 le fluide froid qui circulera dans les tubes. Et j'appellerai le fluide 2 le fluide chaud qui circulera dans la calandre. Donc dès à présent, j'ai effectué un choix. Celui de nommer 1 le fluide froid en bleu et 2 le fluide chaud en rouge. Le fluide 1 circule dans les tubes, le fluide 2 circule dans la calandre. Alors, de prime abord, il y a une passe, 2 passes côté tube et côté calandre, une passe, 2 passes côté calandre. Il s'agit, comme vous l'avez compris, de la calandre type F. En revanche, pour les boîtes, c'est pas bien clair, mais s'il y a ici un système de boulonnage, c'est la boîte A avec un fond légèrement plat, arrondi, mais il doit être plat. Sinon, c'est la boîte B. Donc, j'appellerai petit nt le nombre total de tubes. Le nombre de tubes qui constitue le faisceau, le nombre total de tubes. J'appellerai grand NT le nombre de passes côté tube. Ici, en l'occurrence, il y a 2 passes côté tube. Et NC le nombre de passes côté calandre C. Côté calandre C. Côté tube T et côté calandre C. Il y a 2 passes. Alors, passons maintenant au débit massique et aux températures et aux chaleurs spécifiques à pression constante. J'appellerai W les débits massiques totaux. 1 du fluide froid, 2 du fluide chaud. J'appellerai la chaleur spécifique CP1, celle du fluide froid, et 2, celle du fluide 2. J'appellerai les températures 1, celle du fluide froid, et 2, celle du fluide chaud. L'indice E indique l'entrée, l'indice S indique la sortie. Donc voilà, W1, c'est le débit massique du fluide froid, W2, le débit massique du fluide chaud, CP1, la chaleur spécifique du fluide froid, CP2, chaleur spécifique du fluide chaud, T1, c'est pour le fluide froid, T2, c'est pour le fluide chaud, E indique l'entrée, la voici, la voilà pour le fluide chaud, S indique la sortie, la voici pour le côté tube, la voilà côté calandre. Voilà. Donc maintenant, présentons les équations qui vont me servir à établir ce dimensionnement. Il y a en fait 2 équations. La première équation, tout le monde la connaît. Toute la chaleur cédée par le fluide chaud est récupérée par le fluide froid. Si et seulement si vous avez affaire à un écoulement stationnaire et qu'il n'y a pas de perte. Il ne faut pas qu'il y ait des pertes vers l'extérieur. Donc toute la chaleur du fluide chaud est entièrement cédée au fluide froid. S'il n'y a pas de perte et si l'écoulement est stationnaire. Donc je vais maintenant construire cette équation. C'est l'égalité des flux. La formule du flux, c'est WCP delta T. Donc WCP delta T du fluide chaud va être exactement égal à WCP delta T du fluide froid. Attention aux températures. C'est T2E moins T2S. Ici, c'est pas ça. C'est T1S moins T1E. Ça, c'est le flux, c'est-à-dire ce sont des watts. WCP delta T du fluide chaud va être entièrement récupéré par le fluide froid, c'est-à-dire WCP delta T du fluide froid. Si je veux garder les mêmes indices, c'est-à-dire E moins S, je dois mettre ici un signe moins. Bien, la deuxième formule qui va me permettre de faire le dimensionnement, c'est la formule de dimensionnement. C'est la formule de dimensionnement. C'est l'expression de dimensionnement. C'est celle qu'on a vue aussi également par l'occasion du dimensionnement de l'échangeur double tube, qui disait toujours que le fluide, c'était égal à US delta TML. US delta TML. Comme nous avons affaire à un échangeur tube calandre, ce n'est pas US delta TML, c'est FUS delta TML. Avec F, c'est le facteur de correction que je vais présenter à la fin de la deuxième partie de ce cours. Pas aujourd'hui, mais la deuxième partie de ce cours.